Bonjour et bienvenue sur Médian TV. La hache de guerre est loin d'être enterrée en Afrique du Sud entre l'actuel président Cyril Ramaphosa et son prédécesseur Jacob Zuma. En plus de la bataille judiciaire, des scandales éclatent et visent le président en exercice. Tout cela dans un contexte économique peu favorable en raison du Covid et des répercussions de la guerre en Ukraine. Et pour en parler, nous allons traverser tout le continent donc depuis Tanger pour aller nous poser à Cape Town en Afrique du Sud pour retrouver François Conradi, analyste donc politique et économique. Bonjour à vous François Conradi. Bonjour Omar. Alors, on pensait que les choses étaient finies entre Jacob Zuma et Cyril Ramaphosa sur le plan en tout cas des hostilités, mais depuis quelques jours, on sent que la bataille est très loin d'être terminée. Oui, alors on peut résumer ça en parlant d'une bataille entre les deux hommes, mais donc Zuma n'a plus d'ambition politique. Lui, sa lutte, c'est surtout d'éviter d'être jugé pour corruption, pour des détournements lors de sa présidence. Il est chez lui au KwaZulu-Natal et il y a plusieurs procès en cours contre lui. Mais donc, une stratégie de la faction autour de lui, c'est d'attaquer la légitimité du gouvernement de Ramaphosa et lui-même sur un plan éthique pour dérailler, disons, les procès en cours contre Zuma. Mais ce n'est pas 100% cynique. Donc il y a aussi une conception plus socialiste de ce que devrait être la politique de l'ANC par les partisans de Zuma. Ce sont des gens qui disent que le parti devrait faire plus pour la population pauvre et noire que ce qu'elle est en train de faire sur Ramaphosa, et accusent Ramaphosa d'être trop amical avec les investisseurs blancs et étrangers, aux dépens de la plus grande partie de la population. Donc maintenant, ça se passe. C'est très compliqué. Il y a des avocats, plusieurs procès en cours, mais donc il y a des procès en cours contre Zuma. Il y a la Public Protector. La Public Protector c'est un office constitutionnel comme un procureur général, mais qui ne répond pas au ministre de la Justice, mais qui répond directement à l'Assemblée nationale. La Public Protector, donc maintenant, accuse Ramaphosa ou veut obliger Ramaphosa à répondre au Parlement pour une histoire de dollars, une grande somme de dollars en liquide qui a été découverte chez lui, dans une de ses fermes, en même temps que l'équipe de juristes du président, de Ramaphosa, accuse la Public Protector actuelle, Busisiwe Mkhwebane, de s'être perjuré. Donc, ça devient difficile à suivre, parce que tous les jours, c'est une question d'argument qu'ont fait des avocats devant des juges, mais en fond, il y a ces deux factions dans l'ANC qui sont effectivement en train de lutter pour la conquête du pouvoir au mois de décembre. En décembre, l'ANC tient sa conférence nationale. C'est ça. Justement, on va y revenir. On va y revenir sur ce congrès national de l'ANC qui se profile donc dans les 6 mois à venir. Alors, la question qui se pose, c'est justement cette bataille de clans, cette guerre de clans au sein du parti historique, en tout cas pour la cause noire, l'ANC. Comment impacte-t-elle cette bataille? Comment impacte-t-elle aujourd'hui la conduite des affaires de l'État? Oui, on sent pour la plupart que l'État est assez absent, parce que la plupart des officiers de l'État sont membres de l'ANC, qui sont maintenant en train de faire de la politique au sein de leur parti, en train de se préparer de côté et d'autre pour avoir le plus grand nombre de délégués favorables à l'une faction ou à l'autre pour envoyer à cette conférence qui se passe en décembre. En même temps,
il y a aussi beaucoup d'argent qui se joue. Hein. Les votes sont achetés lors de ces conférences. Donc, partout, il y a des membres de l'ANC qui essaient de rassembler de grandes sommes d'argent. Et ils font ça souvent par puiser dans les fonds publics. Donc, on ne sent pas beaucoup d'activité au sein du gouvernement, au niveau national du moins, et non plus au niveau municipal. Oui, il y a beaucoup de politique qui est en train de se passer aux dépens de C'est ça. Donc l'État. actuellement, on se concentre davantage sur la bataille politique. On reviendra tout de suite, tout à l'heure, sur ce congrès de l'ANC qui se profile à l'horizon. Mais reparlons de cette guerre de clans. Quels sont les différents clans, hormis Zuma et Ramaphosa, d'une part? Quels sont les différents clans, les différentes tendances, les différents courants qui s'affrontent au sein du parti de Nelson Mandela? En gros, on peut parler d'une faction plus libérale et d'une faction plus panafricaine et socialiste. Donc, les deux se sentent... donc, les panafricains et socialistes autour de Zuma, qui a toujours été disons, le plus l'homme du peuple de l'ANC, un parti où les grands hommes ont toujours été juristes ou universitaires ou académiques, lui, il n'a pas terminé l'école. Donc, il représente pour beaucoup de gens l'homme ordinaire au sein du parti, et il croit en la narrative comme quoi c'est pour ça qu'il a été attaqué par les banquiers et les intérêts du capital, pour qui donc travaille Ramaphosa. Je simplifie un peu, hein. Il y a plus de ça qui se passe. Il y a aussi des questions pratiques d'hommes qui veulent se faire, d'hommes et de femmes qui veulent des postes de gouvernement pour les 5 ans à venir, et sont en train de faire des calculs pour décider quelle faction va mieux servir cet intérêt très personnel. Alors, donc, en gros, c'est ça. Il y a libéral et panafricain. On peut opposer les deux. Alors, l'autre question est, comme je le disais... Allez-y, François. Non, il y a des considérations ethniques qui ne sont pas les plus importantes, mais cela joue un rôle. Donc, Jacob Zuma est Zoulou. C'est la plus grande ethnie dans le pays et aussi au sein du parti. Donc, les Zoulous, enfin la région des Zoulous a envoyé en 2017 le plus grand nombre de délégués à la conférence nationale. Maintenant, donc c'est important pour tout candidat qui cherche à gagner la présidence du parti d'avoir le soutien de ses délégués. Et la voix de Zuma sont très forts au KwaZulu-Natal et parmi les Zoulous. Donc, il va être difficile pour quelqu'un qui est en situation pas amicale avec Zuma en particulier, ou avec l'opinion publique au KwaZulu-Natal de manière plus large, de gagner cette présidence. Alors, justement, ce congrès, venons-en, c'est en décembre, comme vous l'avez dit. Quelles sont les chances? Parce qu'on sait que qui maîtrise l'ANC maîtrise pratiquement le pouvoir tant que l'ANC est au pouvoir en Afrique du Sud. Quelles sont les chances de l'actuel président de conserver son fauteuil? Alors, actuellement, je dois deviner, hein, personne ne sait, mais je pense que c'est ça qui va se passer. Donc, au cours de toute cette année, nous avons des conférences, des congrès au niveau des provinces, où chaque province élit son leadership. Et c'est donc ce leadership élu cette année qui va envoyer les délégués à la conférence nationale. Et jusque-là, les personnes vues comme proches de Ramaphosa sont ceux qui sont élus dans les conférences provinciales. Donc jusque-là, ça a l'air prometteur pour lui, mais donc il a ses
ces embrouilles juridiques dont nous venons de parler. Et aussi, peut-être la conférence la plus importante provinciale, c'est celle du KwaZulu-Natal. Et elle se passe ce week-end qui vient. Donc lundi, on pourra en savoir un peu plus, mais cette conférence va être extrêmement intéressante pour essayer de jauger les poids des factions dans cette province. Cette conférence nationale, cette conférence donc disons régionale au niveau de la très belle province du KwaZulu-Natal dans l'est de l'Afrique du Sud qu'il faudrait surveiller donc ce week-end. Alors, l'actuel président Ramaphosa a-t-il réussi à marquer une rupture dans la conduite des affaires de l'État par rapport à son prédécesseur? On se rappelle du temps de Zuma avec l'histoire de cette capture de l'État dont on parlait avec les Gupta, entre autres scandales. Est-ce que Ramaphosa se distingue par sa différence? Oui, je dirais qu'on peut très bien voir que au moins l'hémorragie a été arrêtée. Donc, il y avait une détérioration extrêmement rapide des services publics au temps de Zuma, surtout en ce qui concernait les ESCOM, la société étatique qui produit l'électricité. Mais c'est comme si ça baissait à un certain niveau et Ramaphosa a réussi à arrêter la baisse, mais il n'a pas réussi à reconstruire l'État. Donc, on a toujours des problèmes de délestage récurrents. Ça a été très grave dans les semaines récentes où on a eu des coupures de 4 à 5 heures par jour partout. Et après, le Covid, sous le Covid aussi, il y a eu une détérioration dans la qualité des services due à des bureaux qui ont fermé. Donc, des bureaux de l'administration publique ont juste fermé. Et il y a un travail qui n'a pas été fait. Donc, on sent toujours qu'on peine à revenir de cela. Et il y a aussi une maîtrise des dépenses publiques aussi. Ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de sociétés en fait qui dépendent des marchés publics qui maintenant peinent parce que il est beaucoup plus difficile d'avoir maintenant un contrat avec l'État qu'avant. Il est beaucoup plus difficile d'avoir donc des contrats avec l'État qu'avant. Est-ce sur la base je vais le dire, de durcissement des conditions d'octroi des marchés ou plutôt en raison de la situation économique qui n'est pas très favorable? Oui, c'est une crise fiscale, on peut dire. La dette a monté et le ministère des Finances, et c'est la décision juste, a décidé de mieux surveiller les dépenses pour pouvoir au moins servicer et réduire le montant de la dette. Surtout à un moment où on voit que les taux d'intérêt que doivent offrir les souverains émergents sont bien plus élevés qu'il y a 3 ou 4 ans. Donc, c'est la bonne chose, mais ça étouffe un peu le secteur privé. Alors, François Conradi, on sait que l'Afrique du Sud a été le pays du continent le plus touché par le Covid. Est-on parvenu, et on a vu l'impact de ce Covid-là sur l'économie sud-africaine, est-on parvenu à vraiment réussir cette relance économique post-Covid? Non, ça peine vraiment. On est toujours un peu ça ne va pas très bien. Alors, il y a eu l'effet du Covid, dont on peine toujours à se remettre. Et après, les hausses des prix depuis février de cette année en réaction à l'invasion de l'Ukraine a aussi affecté, bien sûr, la capacité des consommateurs à dépenser sur autre chose que les nécessités de base. Et maintenant, hier, la Banque centrale a haussé les taux d'intérêt de 75 points de base, ce qui fait quand même une différence au mois le mois pour chacun qui paye une traite ou qui a de la dette à repayer. Donc, tout ça va inévitablement
continuer à refroidir l'environnement pour les commerçants, pour chacun qui fait du business. Et je sais pas, ça va pas être ce n'est déjà pas une très bonne année. Une bonne année, donc il faudrait essayer de concrétiser certainement durant l'exercice à venir. Alors, une dernière question. Je le disais, l'Afrique du Sud a été le pays africain le plus touché par le Covid. Actuellement, comment évolue la situation sur ce plan sanitaire-là? Est-ce que la chose est maîtrisée ou assistons à une recrudescence de cette pandémie sur place? Il y a eu une montée du nombre de cas, mais on ne sent pas que c'est une crise où il y a des grands nombres il y a pas on ne parle pas de beaucoup de morts ou d'hospitalisation. Donc pour l'instant, on ne dirait pas que c'est aussi grave que la vague Delta, qui a été celle qui nous a le plus durement touchés. Donc la situation s'améliore ou en tout cas est moins alarmante. Merci à vous, François Conradi. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. Vous nous parliez en direct ce matin depuis la ville du Cap de Bonne-Espérance. Je vous souhaite une très bonne journée à vous ainsi qu'à l'ensemble de ceux qui nous suivent là-bas. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.